officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Pour vivre basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable! Notre invité suivant, c'est déjà le trade de l'intersaison, puisque c'est Freddy Adjiwanou, et sachez que Freddy va rejoindre Castelnau du Médoc au début de saison 2018-2019. Freddy qui jouait actuellement à Tresse. Et Freddy, bon, pour faire rapidement son CV, il a été formé à Limoges. Il est ensuite allé jouer aux États-Unis en collège. Ensuite, il a joué en NCAA avant de revenir en France pour y jouer en pro. Et il a également joué au GSA. On en parlera un petit peu avec lui. Et ensuite, donc, Tresse l'an dernier. Donc, je vais appeler tout de suite Freddy. Il va nous raconter un petit peu tout ça et on va apprendre à le connaître et parler de la saison qui se profile avec Castelnau du Médoc. Allô, Monsieur Adjiwanou, comment allez-vous, monsieur Ablaï? ça va très bien et vous-même. Quel plaisir de vous avoir dans ce podcast. Exactement, finalement, après 3 ans, merci Hey, beaucoup. Freddy, ce matin il y a eu LeBron, mais ce que les gens savent pas, ou en tout cas vont découvrir, c'est qu'avant LeBron, il y a eu toi à Castelnau du Médoc. Ah bon, vous mettez la pression Et, comme ça. et ça, c'est un gros trade, ça. Ça, c'est un très très gros trade. Bon, Freddy, Exact. merci en tout cas d'avoir Yes. accepté l'invitation. Avec plaisir, Ça, hein. ça fait plaisir. Je vais te parler ensuite donc du trade à Castelnau, mais je voulais tu connais un petit peu le principe. Je voulais qu'on apprenne un petit peu à te connaître, que tu nous parles un petit peu de toi et de ton parcours. Et ensuite voilà, je sais que toi t'as plein d'activités extra basket. J'aimerais aussi que tu nous en parles. Et après on parlera un petit peu donc de ce trade et de comment tu vois l'année prochaine à Castelnau. Est-ce que déjà tu peux Ok. commencer par nous dire un petit peu où t'as commencé? J'ai vu que t'as été formé à Limoges, mais où c'est que t'as mis Yes. tes premiers paniers de basket, etc. Est-ce que tu peux nous en parler de tout ça? Ouais, bah écoute, moi à la base, je suis originaire de la Haute-Savoie, je suis né à Annemasse, donc à la frontière franco-suisse, donc j'ai commencé le basket à l'âge de 11 ans, mais j'ai commencé par l'athlétisme. Mhm. Après, à l'âge de 11 ans, bah, ça allait assez vite, hein, pour moi. Disons que j'étais vraiment mordu de basket. Tu vois, je suis vraiment tombé sur le basket par hasard, Mhm. grâce à un de mes amis d'enfance qui, un mercredi après-midi, à l'époque, avait enregistré un match, Chicago contre Boston, tu vois, à l'époque des VHS, Yes. pour, euh, pour la nouvelle génération au cas où. Voilà, c'est les magnétoscopes. C'est juste pour remettre. Il y en a qui vont pas nous comprendre là. Exactement, tu vois. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je suis rentré chez moi. J'ai dit à ma mère que je voulais arrêter l'athlétisme. Et là, ça a été. T'étais bon en athlète? Ouais. Écoute, j'étais sur 100, 200, 400 et 100 en longueur. Tu vois, D'accord. donc championnat départemental, régional. Tu vois, je suivais les pas de ma cousine qui à l'époque était championne de France junior du 200 et 400. D'accord. Tu vois, donc voilà, je l'ai suivi et puis voilà, je suis rentré le mercredi, j'ai dit j'arrête, on m'a insulté presque de tous les noms, t'es un fainéant, tu finis jamais rien, Ouais. regarde tes cousins, bon bref, tout ça et en fin de compte ma cousine a été la seule à me soutenir et elle m'a dit écoute vas-y fonce hein et voilà hein. Mais toi, Voilà, c'est grâce à elle. à ce moment-là, t'as déjà envie de faire du basket, un projet futur, ou c'est juste parce que t'aimes bien, t'as Ah envie de jouer? non, moi ce que j'aime bien, j'avais jamais touché à une balle de basket moi je connaissais D'accord. même pas le basket. Tu vois, moi c'était vraiment sur un coup de tête, j'ai dit ouais voilà, c'est bon, je vais en faire, je trouvais ça cool. Et voilà, et donc ça a commencé bien assez vite après ma deuxième année, tu sais les premières sélections départementales, ensuite régionales. Ensuite j'ai dû arrêter, j'ai arrêté parce que je grandissais vite. Mhm. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait 1 an et demi de natation Ouais. et après je suis revenu dans le basket en cadet. Et à partir de là, ben écoute, dès mon retour, j'ai été surclassé avec l'équipe senior, qui jouait à l'époque en prénat. T'étais Donc grand tu vois, déjà à l'époque? Quand tu me dis que tu grandissais bon, vite, c'est que t'avais vraiment une... ouais. Sur toutes mes photos de classe, de toute façon, je suis plus grand que mes maîtresses, donc Ah, tu vois, ok. donc direct. Mais à 16 ans, je faisais 1,90, ouais, Ok. 1,90, ouais, 16 ans, À 16 ans, tu ok. vois. Ouais, voilà, tu vois, donc j'avais une bonne taille, mais disons que vu que je venais de l'athlétisme, tu sais, voilà, je faisais que de galoper, quoi, tu vois, Ouais, j'étais assez ouais. athlétique. Et après, ce qui s'est passé, c'est que donc première année, donc avec les seniors garçons, j'ai mon coach cadet qui lui avait évolué à Limoges,
au centre de formation, Momarendoy. Et lui, en fait, m'a dit, écoute, dernier match de la saison, on rate la montée, tu sais, de 2 points de 1 point sur une action, je dirais choc des générations entre les anciens et les jeunes, tu vois, tu sais, les anciens voulaient marquer le buzzer beater, tu sais, comme on dit, voilà, donc on a raté la montée. Il m'a dit, écoute, je peux pas te laisser ici, t'as le potentiel. Et 2 semaines après, on est à Limoges, quoi. On a traversé la France dans son Audi 80. Je rencontre Philippe Moncourant, entraînement avec les cadets France, ça se passe bien. Je me fais dunker dessus, bien comme il faut, La par un de mes meilleurs bienvenue. potes aujourd'hui. Voilà, ouais, exactement. La bienvenue, tu sais quoi? Écoute, hein, la bienvenue par Bienvenue Kindoki. Ah Voilà, ouais, c'est le nom tu du vois, joueur. comme En quoi, plus, il n'y a pas de je hasard. te jure, il n'y a pas de hasard, tu vois. C'est un de mes meilleurs potes aujourd'hui. Tu sais, il est préparateur physique sur Paris. Il travaille pas mal avec Nike Mhm. aujourd'hui, mais ça a été vite. Une semaine après, il y avait la détection finale à Paris avec Jacques Monclar, et ça s'est bien passé. Jacques Monclar m'a dit, écoute, c'est parti, on te prend. Et dès ma première année en fait à Limoges, je suis arrivé en 98. Ouais. Et je m'entraînais avec les espoirs et les pros. Jacques Monclar m'a lancé durant quelques matchs, tu vois, très bien passé. Deuxième année, l'année du doublé, Duško Ivanović, le, le, le Hugo, le coach le plus fou que j'ai pu avoir de toute ma carrière, je te jure. Il vous faisait courir 4 heures d'affilée ou? Non, mais lui, c'est même pas ça. Tu sais, quand t'es jeune, on dit toujours, ouais, vas-y, les gamins, devant, devant, devant. Mais quand Ouais. t'as un entraîneur comme Duško, je le respecte, hein, franchement, j'ai énormément de respect pour lui. Il n'y a pas de secret, c'est le travail. Mhm. Et cette année-là, on fait la préparation physique à Fort-Romeu, Mhm. tu vois. Et on arrive, on arrive là-bas. Thierry Rupert, David Frégou et Stéphane Dumas, donc les jeunes avec moi, on commence à regarder en fait la liste, tu vois, les noms des athlètes qui étaient sur le site. Et à ce moment-là, t'avais Wilson Kipketer, qui était champion du monde, recordman Ouais. du 800 mètres, tout ça. T'avais les abos, tu sais, la roumaine. En fait, t'avais que des champions du monde ou des champions olympiques. Et nous, on était là, on s'est regardé, on dit, mais qu'est-ce qu'on fout ici? On est une équipe de basket, tu vois. Franchement. Eh ben, écoute-moi, on a passé 2 semaines de préparation là-bas. Ouais, comment je peux expliquer ça? Vous êtes Ah, préparé comme des athlètes confirmés, vous, en fait. Alors que vous étiez des exactement. basketteurs, il vous a... Il se levait le matin, réveil musculaire 6h30, il courait avec nous. Ah ouais. Il courait avec nous. On faisait quoi? On faisait 4 entraînements dans la journée. Je te jure. Réveil musculaire, entraînement, tu vois, muscu. Après, petit déjeuner, petit repos, 10h30, entraînement jusqu'à quoi? 12h30, on mangeait. Ouais. Entraînement, 17h, 19. Et ensuite, il y avait 22h, on faisait du tir. À 22 heures. Ouais. Ah ouais. Ouais. Et il nous a dit, une fois, on faisait le Luc Léger. Au bout d'un moment, il commence à crier. Il fait, venez ici avec son accent, je te jure. En plus, c'est un gars, il a un regard froid. Mais est-ce que t'as déjà vu la tête de Duško Ivanović? Non. Écoute, si t'as ton téléphone là, live, Attends, franchement, tape je vais Duško regarder tout de Ivanović. suite sur Internet. Alors, S'il te plaît, Duško regarde, tu vois. Ivanović. Ivanović. Je vois. Et franchement, j'invite ceux qui vont écouter le podcast à taper Duško Ivanović et aller voir la première photo sur laquelle je suis tombé. Effectivement, il fait peur. Je te jure, il fait peur. Quand il vous disait courir, vous deviez courir vite, vite, vite. Quoi? Ce, ce, ce gars-là m'a traumatisé, je te jure. C'est le seul entraîneur qui est arrivé, qui nous a tous appelés. Et quand je te dis qu'il a regardé Yann Bonato, Fred Weiss, Marcus Brown dans les yeux, et qu'il leur a dit, est-ce que vous êtes fatigué? Personne n'a répondu. Il a, il m'a regardé, je te jure, j'ai baissé les yeux. Il a dit, vous êtes fatigué? Non. Fatigue, c'est dans la tête. Fatigue, ça n'existe pas. Courez! Il nous a dit ça. Je te Ouais. jure que, à ce moment-là, on a compris que le gars, il était vraiment sérieux, qu'il fallait pas blaguer avec lui. Et pourtant, regarde, après une saison, franchement, une préparation, on est revenu à Limoges. Il y avait une cohésion d'équipe qui était exceptionnelle. Tu sais, les anciens m'ont intégré. Ouais. Et il y a eu le triplé à la fin. Tu vois, c'était une saison, franchement, pour moi, en tant que basketteur, c'est d'avoir pu vivre ça avec autant mes coéquipiers espoirs que mes coéquipiers pro. Et en tant que première expérience vraiment, tu sais, dans le milieu, c'était exceptionnel, surtout à Limoges, tu vois ce que je veux dire, Ouais, ouais. qui est le berceau du basket français. Donc pour moi, ça a été, comme je te dis, tu vois, ça a été assez vite. Et à la fin
la fin de la saison, bon, il y a eu les problèmes judiciaires du CSP. Alors attends, Je pense- je voulais juste te poser une question par rapport à ce que tu viens ce que tu viens de nous raconter. Est-ce que toi tu penses que la cohésion, parce que j'ai remarqué que c'était souvent un petit peu la méthode des coachs de l'Est, est-ce que tu penses que toi la cohésion, elle peut se créer comme apparemment ils le font dans la souffrance? J'ai l'impression que c'est dans la souffrance. T'as dû voir les documentaires sur Bien sûr. le CSP de Dacoury et compagnie, et c'était un petit peu pareil, tu vois. Et est-ce que toi tu penses que c'est leur méthode et que effectivement souffrir ensemble ça sert les liens? Ouais, bien sûr. Après, tu vois, après, il y a différentes définitions et degrés de souffrance. Tu vois, tu sais, quand on dit ça, c'est vrai que pour moi, tu sais, c'est dans le dur que tu vois qui est là pour qui. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où tu vois vraiment, tu sais, qu'un groupe est soudé, un groupe qui se soutient. Et moi, je l'ai appris autant à Limoges, mais après, tu sais, dans mon parcours aux États-Unis, tu sais, à la fac, c'était la même chose. Mais c'était une autre souffrance, tu sais, parce que c'était, on va dire, que du cardio. Mais toutes tes équipes, tu vois, doivent passer par là. Et si dans les moments durs, tu sais, qui représentent dans un match de basket, on va dire le troisième quart-temps quand t'es à -10 et que c'est là que tu dois pousser, qui le fera pour toi? Personne d'autre, tu vois. C'est Et clair. en plus de ça, tu gagnes une confiance qui est inestimable parce que tu vas dire à un gars de faire un 1600 mètres en 5:30, s'il le fait pas, toute son équipe, ok, recommence. Bah son équipe va le pousser, tu vois. Au début, certes, tu vas être énervé, tu vas en vouloir à ton camarade, mais à un moment donné, t'as pas le choix. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas trouver des solutions. Et je vais te dire honnêtement, même si c'est vrai que Duško Ivanović, c'était à la limite, tu vois, je dirais parce il nous a poussé. Mais à la fin, qu'est-ce que tu veux dire quand le gars te ramène 3 titres? Ouais. Qu'est-ce Ouais. que tu veux dire? Il n'y a pas eu de blessé, tu vois, à part Fred Vest qui a eu son hernie discale, mais c'était pas dû à ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, franchement, que ça soit en France, aux États-Unis, tu sais, dans différents niveaux, à chaque fois qu'on a fait des résultats, que j'ai pu faire des finales de championnat de France ou même des montées, on en a bavé. On en a bavé, tu sais, on s'est donné à fond parce qu'aux entraînements, on était là, on était des ennemis sur le terrain. On Oui. savait très bien qu'on était coéquipiers, tu vois. Mais le samedi soir, quand on était là, tu sais, toute la rage, toute la force, tu sais, qu'on avait pu développer pendant la semaine, l'adversaire en face, il prenait. Ouais, oui. Donc oui, la cohésion, oui, c'est pas, je dirais pas que, tu vois, l'entraînement militaire fait que, mais dans la souffrance, tu te découvres en fait des capacités à aller bien plus loin que ton cerveau le pense, quoi. Mais toi, justement, t'allais nous parler de ton parcours ensuite aux États-Unis. Après, est-ce que tu pourras nous faire le parallèle entre le basket aux États-Unis et le basket en France, sachant qu'on a l'habitude de dire qu'en France, eh bien, on s'entraîne pas assez dur. Est-ce que tu peux nous parler, toi, un petit peu de cette épopée aux États-Unis et nous faire le parallèle? Ouais, bah écoute, après Limoges, quand je suis parti aux États-Unis, je suis parti grâce à Tarek Abdelouad, Mhm. Olivier Saint-Jean, bon, comme tout le monde sait, qui était le premier Français à évoluer en NBA, NBA. ouais. Et, Et gros joueur bah, en moi, plus, hein. Ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient, hein. Mais ah, c'est un très c'est gros la- joueur. très gros joueur, c'est la génération des Mousse Sonko, des Alain Digbe, des gars qui nous ont fait aimer le basket, Mm. qui nous ont montré la voie. Donc c'était important, tu vois. Mais j'ai pu voir en fait, tu sais, en arrivant en Californie, parce que j'étais là-bas en JUCO avec d'autres Français. J'étais avec Samuel Saint-Jean, le petit frère à Olivier. J'étais avec Luc Arthur Vebob, Paul Richard. Et Sylvain Montreuil, tu vois, donc français, bon, Luc Arthur Vebob, bon, tu connais. Disons que quand on est arrivé là-bas, en fait, on est arrivé là-bas au mois de juillet 2000. On est parti là-bas pour un camp de 3 semaines. Et en fait, là, j'ai découvert que, ouais, les États-Unis, ils étaient dans un autre monde. Au niveau du sport en général. Parce que on était dans une école, certes, attends, ça serait l'équivalent d'un lycée, tu vois, parce que le JUCO, la junior college, c'est en fait c'est l'intermédiaire entre l'high school, tu vois, et l'université en termes académiques. Mais D'accord. quand tu vas sur un campus et tu vois que la salle, tu sais, tu t'entraînes dans une salle, t'as 3 terrains de basket, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu y as accès H24, t'as la salle de muscu, t'as la salle de soins, t'as tout. Franchement, c'est abusé. Tu te dis, ils ont ça au lycée. Et quand tu le compares, tu vois, ce que toi t'as pu vivre, tu sais, en France, tu te dis, mais attends, il y a des lycées ici qui ont des infrastructures qui sont au-dessus de certaines équipes pro. Ouais. Et là, tu prends une gifle. Tu te dis, en fin de compte, tu sais quoi, j'ai pas d'excuses. Si je veux réussir, quand t'es là-bas au State, tu as tout pour réussir. Tu peux pas trouver d'excuses. Tu peux pas dire que
Il y a pas de salles qui sont ouvertes. Je peux pas aller tirer parce ils ont enlevé les paniers sur les playgrounds. Il y a pas de salle de sport, tu vois, accessible où je vais pouvoir retrouver tout le matos dont j'ai besoin. Franchement, c'est complet. Et je dis ça, c'est pas pour monter, tu vois, les États-Unis, tu sais, sur un piédestal, hein, Mm. ce que je vais dire. Mais quand t'as 18 piges et que t'as 20 ans, excuse-moi, et que tu viens de Limoges, tu viens d'être sacré champion de France, tu vois, et t'as eu ci et ça, tu crois avoir vu le top du top, Ouais. et que t'arrives dans un lycée, et tu vois ça, tu dis, ah ouais, putain, merde. Et je te parle de ça parce qu'à Limoges, dans les vestiaires, on avait un jacuzzi, on était contents, tu sais, on était là, on disait, ah. Mais quand t'arrives dans ce lycée-là et que t'as 5 jacuzzis, Ouais, un autre monde. et avec bain froid, tout ça, tu te dis, ah ouais, non, 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 c'est pas la même chose. Nous, on était dans des poubelles, tu sais, pour faire du bain froid. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Tu vois? Et tu vois, ça, Donc, j'en parlais avec Eli et il me ouais. disait un petit peu la même chose et je pense que maintenant ça a dû s'accentuer encore plus même, que vraiment tout est fait pour que le basketteur pense qu'au basket. Et donc c'est ce que tu me décris en gros. C'est Ah, mais que, oui, mais ça, c'est clair et net. Tu vois, j'ai pu le vivre autant en JUCO, autant à la fac, autant en NBA parce que j'ai joué avec les Spurs en 2007. Tu sais, j'ai fait les Summer League avec eux. Mhm. Mais franchement, tu sais, je vais te dire, hein, et j'en ai fait, hein, tu sais, des villes aux États-Unis, parce que mon épouse, elle est américaine, tu vois, donc c'est vrai que j'ai la double culture. Ça fait 20 ans, mais quand tu regardes bien, partout où je suis passé, et franchement, là, où je l'ai vraiment vécu, c'était à Dallas, parce que j'ai quand même vécu 1 an et demi là-bas, et puis je me suis occupé de camp de basket. Je vais te dire, quand Rodrigue Bobois, Alexis Aginsa ou même Yann Maimi étaient là-bas, et je les accompagnais à leur séance d'entraînement, tout ça, mais même moi, tu sais, on s'entraînait ensemble l'été, c'est autre chose. Je te jure, t'arrives dans la salle, tout ce que t'as à faire, c'est, tu te ramènes toi, c'est tout. Tu te ramènes toi. C'est-à-dire, t'as pas besoin de ramener sac, gel douche, coton-tige, chaussettes, rien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'es dans un univers où, en fin de compte, on te demande juste de te concentrer sur ta passion. Basket, football américain, baseball, tu vois, franchement, il y a tout. Ouais. Donc, quelle est ton excuse? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, donc quelle est ton excuse? Donc c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis, ouais, c'est chaud, quoi, tu vois. Et en plus, moi, à cette époque-là, en 2000, en France, tu sais, la réputation, tu sais, du basket avec les States, tu sais, les coachs, ils étaient pas trop chauds, tu sais, pour que les gars, ils partent là-bas. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, ça, qu'est-ce que tu peux faire contre? Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu penses pas d'ailleurs que, bon, tu nous en parleras peut-être un petit peu plus en détail un peu plus tard, mais est-ce que tu penses pas justement que cette mentalité qu'on avait à l'époque, on idéalisait trop la NBA, tu vois ce que je veux te dire? Et on avait Ouais. l'impression que c'était impossible pour un Français d'aller en NBA. Maintenant, tu vois, ça s'est démocratisé. Quasiment chaque année, on arrive à avoir un Français en NBA. Est-ce que tu Yes. penses pas que ça a joué en la défaveur de ta génération où il y avait énormément de gros joueurs et qui ont jamais pu vraiment caresser le rêve de jouer, mais juste parce que c'était une mentalité à l'époque qu'on n'avait pas en France. On n'y croyait pas en fait vraiment à la NBA. Ben, en fait, Ou je on veux te dire, s'intéressait oui. peut-être pas d'ailleurs à la France, mais aussi. C'était peut-être dans les deux sens d'ailleurs. Voilà, non, je veux dire honnêtement, je pense pas que au contraire. Je pense que notre génération, même la génération d'avant, tu vois, de Moussonko, d'Alain Digbeu, de Tarek Abdelouad, même de Laurent Sierra, tu vois, qui est un très bon ami à moi, parce qu'il faut pas oublier que Laurent, c'est en 2000, c'est la finale contre les States à Sydney, derrière Gary Payton, il était chaud sur lui, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Il l'avait dit, donc tu vois, je pense que c'est juste que c'est un problème culturel. Et comme je le dis toujours, euh, déjà en France, on n'a pas de culture sportive. C'est déjà très difficile. Quand tu vas voir un match, tu sais, de basket ou de foot, bah, les gens, tu sais, le considèrent comme du spectacle, mais il n'y a pas de spectacle, tu vois. Ouais. Combien de personnes, bon, toi qui es basketteur, vas-y, on a tous des amis, tu vois, qui sont dans le milieu. Combien de fois t'as entendu, tu sais, des personnes dans les tribunes qui connaissent rien, mais qu'est-ce qu'il fait? Lui, tu vois, ils connaissent Ouais, pas le ouais. sport. C'est Ils vrai, connaissent c'est pas vrai. les règles, tu vois ce que je veux dire? Donc, quand quand tu vis, quand tu vis aux États-Unis, quand t'es américain, en fait, tu nais avec cet ADN sport. Tu vois, c'est-à-dire que moi, je le vois avec mes enfants.
dès que ma fille est née, dès que mon fils est né, ben directement, que ça soit avec les beaux-parents, que ça soit avec moi ou avec mon épouse, c'est écoute, équipe de foot, non, toi tu vas être supporter des Raiders, non, toi des Denver Broncos, toi, t'es déjà en fait, tu sais quoi, on te marque au niveau du sport. Et tu vois du sport tout le temps. Dans les écoles, il y a du sport de partout parce que les infrastructures sont faites de cette sorte-là. Même dans les écoles primaires, t'as des terrains de foot, t'as des terrains de basket, t'as des terrains de baseball. Tu vois ce que je veux dire? T'as une piste d'athlétisme. Donc, quoi qu'il arrive, tu vois du sport tout le temps. Et tu vois, ça, c'est la culture américaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, eh ben, écoute, au niveau du basket, au niveau, tu sais, des sports, je dirais, à part le foot, tu vois, même le soccer aujourd'hui, tu sais, c'est en train de se développer. Eh ben, faut pas oublier que déjà le soccer au States, ça s'était développé avec les filles. Faut pas oublier ça. Tu vois, dans les années 90, elles régnaient sur la planète foot. Donc, ils ont cette culture du sport, ils ont cette culture de la gagne. Et pour nous, en France, on commence que maintenant, en fait, à se rendre compte du potentiel que nous avons. Alors que, quand tu regardes bien, Olivier Saint-Jean, NBA, Fred Weiss, drafté, Alain Digbeu, drafté, Patch Ellis-Morland, drafté deuxième tour. On a beaucoup de Français qui ont été draftés, hein. On parle que des premiers tours, tout ça, mais il y a beaucoup de Français qui sont fait drafter. Il y a beaucoup de joueurs français qui ont évolué en NBA. On parle de Bordeaux, Mike Pietrus, tu vois, qui réside ici actuellement. Mais le problème, c'est qu'on n'en parle pas. Il n'y a pas de communication qui est faite. Et là, je vais peut-être toucher à un point sensible, mais je dirais heureusement que Tony Parker, tu vois, a eu sa carrière, mais en même temps, est-ce que il a pas aussi fait beaucoup d'ombre, tu vois, aux autres joueurs? Mais c'est pas de sa faute, hein, parce que c'est la fédération. C'est la fédération qui a choisi de communiquer comme ça sur nos joueurs français qui évoluent en NBA, hein. C'est tout. Tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Les Johan Petro, on n'en parle pas. Mike Gelabal, on n'en parle pas. Et pourtant, je vais te dire, hein, moi, en 2005, voilà, j'entraînais Mike, j'entraînais Ronnie, j'entraînais Yann. J'ai participé à la draft en 2005, tu vois, à New York, j'étais avec eux. Et écoute, aujourd'hui, il y a peu de personnes, franchement, tu sais, les jeunes, ils vont dire, OK, Mike Gelabal, oui, ils vont dire équipe de France. Mais qui, aujourd'hui, peut te dire dans quelle équipe Mike a joué? Seattle. Tu vois? Non, mais c'est vrai. Tu vois, Mais est-ce que tu penses qu'il y a une raison pour laquelle la communication a été faite ainsi? Pourquoi on a mis en avant peut-être Tony Parker qui était, bon, c'est vrai, la star, hein, malgré tout, faut le reconnaître. Et pourquoi on a un petit peu oublié de mettre en lumière des gars comme Alain Digbeu, c'est vrai, tu vois? Tu vois. Ben écoute, moi je veux dire, pourquoi on est à Bordeaux, donc je vais me permettre, hein, et comme je dis, tu sais, j'ai un franc-parler. Pourquoi aujourd'hui on parle pas de Boris Dio? Pourquoi Boris Dio, capitaine de l'équipe de France, qui a fait aussi une carrière en NBA, qui a gagné certes un titre, tu vois? Pourquoi en fait on n'a pas boosté, tu vois, ces gars-là? Pourquoi on n'a pas boosté des gars comme Ronny Turiaf? Tu vois ce que je veux dire? C'est un choix. Tu vois, c'est un choix qu'ils ont fait, voilà, bon, parce que Tony était dans une équipe où, tu vois, San Antonio Spurs, ça représentait aussi, tu vois, une legacy, tu vois, il y avait ça, et c'était plus, comment dire, tu sais, ça attirait plus, tu vois, mais il y en a tellement qui sont passés en NBA, regarde, il y en a tellement, tu sais, qui ont eu des carrières et on n'en parle pas. On n'en parle pas, tu sais, donc après c'est un choix, hein. Après c'est un choix, mais moi je dis franchement, moi, j'aurais pas communiqué comme ça. J'aurais communiqué sur tous les gars. Parce que tous ces gars-là, quand tu vois aux States, ils communiquent sur tout le monde. Ils communiquent, tu vois, et les anciens sont toujours mis en valeur. T'entends toujours parler des anciens. Tu vois, ils arrivent à pérenniser, tu vois, les légendes. Tu vois ce que je veux dire? Alors que nous, tout à fait d'accord. Franchement, je dans les écoles de basket, tu demandes à un gamin qui sait Hervé Dubuisson même, tu sais, on va rester, tu sais, en France, hein. Hervé Dubuisson, Richard Dacoury. Dis-moi. Personne ne veut savoir. Et voilà, tu vois. Donc c'est toute une culture, tu vois. C'est une culture qu'on doit créer et on va être obligé de la créer de toute façon par rapport à Paris 2024. Hein. Donc ça, en tout cas, c'est ce que tu as constaté et qui t'a marqué aux États-Unis. Juste pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, et c'est très très intéressant, je trouve. C'est vrai que dans les universités, les lycées aux États-Unis, souvent t'as un petit Hall of Fame dans le bâtiment et on se souvient toujours des gloires qui sont passées par là. Quand il y a des matchs, on met en avant ces anciennes gloires, etc. Et c'est vrai qu'en France, on fait beaucoup moins ça, tu vois. C'est vrai qu'on a tendance à oublier un petit peu. Et c'est vrai que ça contribue pas à créer une culture. Enfin, je parle du basket, hein, pour ce que je connais. Bah oui, bien sûr. Je suis assez d'accord avec toi. Il y a pas de culture, hein. Aujourd'hui, tu sais, il y a tellement de joueurs, tu sais, français qui ont marqué, tu sais, le championnat, tu sais, de France, tu sais, qui ont eu,
Et avec tout le respect que j'ai, hein, même Antoine Rigaudot, on a beau dire ce qu'on veut, tu sais, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Et il a été drafté, tu sais, il a joué à NBA, même s'il a pas joué longtemps, il a fait ça. Mais regarde la carrière qu'il a eu en équipe de France, Mm. tu vois. Et voilà, ça c'est un fait. Il y a beaucoup de joueurs, des anciens joueurs. Quand je dis des anciens, tu sais, j'en fais partie, mais pas au niveau, tu sais, en termes de carrière. Moi, j'ai évolué avec Yann Bonato. Aujourd'hui, personne ne sait qui il est. Ouais, ouais, ouais. Bonato. Et pourtant, voilà quoi. Tu sais, c'était un des piliers de l'équipe de France. Ouais. C'est, c'est Si très on en revient à toi, Freddy, Ouais. à quoi qu'est-ce qui t'a manqué pour pouvoir évoluer à l'échelon supérieur quand tu étais aux États-Unis? Et parce que tu nous as parlé du fait que tu as pu faire les camps avec les Spurs et tout, qu'est-ce qui t'a manqué pour passer à cet échelon supérieur et atteindre la NBA? Bah, qu'est-ce qui m'a manqué? Je vais te dire, j'ai eu 4 opportunités, en fait. J'ai vraiment eu 4 opportunités, tu sais, d'être à la porte de la NBA. Pour ma première opportunité, c'est après ma première année de junior college, où en fait j'avais 2 équipes qui voulaient me voir, tu sais, pendant un tournoi à Los Angeles. Mais mon coach en fait m'avait toujours dit que la famille, tu sais, c'était en premier quoi qu'il arrive. Et cet été-là, en fait, je devais rentrer au Togo. Mhm. Et donc il m'a laissé partir et j'ai pas fait le tournoi. La deuxième, c'était à la fac. Je retourne au pays, je reviens et je devais faire le Big Man Camp, qui est en fait un camp pour les joueurs intérieurs, tu vois, à Las Vegas, par Pete Newell. Tu vois, c'est un camp NBA, c'est un des grands camps, tu sais, pour les Big Men quand t'es invité. C'est que t'es sur les tablettes, tu vois, on prospect, tu vois ce que je veux dire. Et je suis rentré du bled, boum, malade, un malaria direct. Donc ça m'a calé. Je suis arrivé à Vegas, boum, directement malade. J'ai passé 5 jours à l'hôpital, donc ça, bam, tu vois. Et la troisième, c'était la sortie de la fac. Je préparais en fait, j'étais avec Ronny Turiaf, lui il préparait donc la draft, tu vois, il devait se faire drafter par les Lakers, et moi je préparais donc les Summer League avec les Mavs. Et première grosse déception, c'est au niveau basket, parce que autant à ce moment-là, j'apprends de Ronny, qu'il pourra plus jouer au basket, tu vois, parce qu'il a eu son problème Ok. au cœur. Et moi de mon côté, en fin de compte, ils ont pris trop de joueurs et je suis resté sur le carreau. Hmm. Tu vois. Et là, franchement, c'était la première grosse gifle, tu vois, que j'ai pu prendre. Et, j'allais arrêter le basket. Ouais, j'allais arrêter le basket. Et je serais certain. J'ai dit à mon agent, j'ai dit à Bouna Ndiaye, j'ai dit j'arrête le basket. Mais comme on dit, la vie fait bien les choses. J'ai rencontré mon épouse, tu vois, cet été-là. Donc, comme on dit, un mec tout, tu sais, c'est la vie. Ouais. C'est comme ça. Mais l'opportunité après que j'ai eue en 2007 avec les Spurs, ce qui m'a manqué, honnêtement, c'est de ne pas avoir compris plus tôt l'opportunité que j'avais eue, en fait, à la fac. Tu vois, d'avoir eu tout ce matos, tu vois, autour de moi. Et en fin de compte, j'étais encore en mode découverte, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, j'étais encore là. Ah, yes, 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 tu vois, je suis au States, je joue, tout ça. Et qu'est-ce qui m'a manqué? En fait, c'est le mental. C'est le mental. C'est le mental, parce que j'ai réalisé, en fait, trop tard. En fait, j'ai réalisé vraiment le potentiel, tu vois, tu sais, qu'on voyait en moi. Et le travail que j'aurais dû fournir en plus, Ouais. je l'ai réalisé trop tard. Donc c'est plus le travail en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est plus le travail. C'est en fait le kilomètre en plus que tu devais Ouais. faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je Le vois ce que tu kilomètre veux en dire. plus, tu vois. C'est le kilomètre en plus. Et vu que moi, en fait, tu vois, je vivais, certes, je dirais, ce rêve américain, et que en fait, tu vois, j'apprenais aussi la culture, tu vois, j'avais aussi mes amis, je faisais aussi ma deuxième vie là-bas, tu vois. Hmm. Et j'ai pas saisi, tu vois, comment dire, tu sais, ce sentiment de crève-faim, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Vas-y, ouais. tu vois, accroche, vas-y. Et ça, je l'ai compris après. Tu vois, je l'ai compris après. J'ai compris après. Et c'est ce qui m'a manqué, tu vois. C'est ce qui m'a manqué. Et si t'as pas ça, et si t'as pas aussi, et si t'as pas un encadrement, tu sais, qui te permet d'avancer, tu sais, dans cette optique-là, Mhm. tu peux rater le coche pour rien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pour rien. Bon, ce qui est génial là-dedans, c'est que dans ton malheur, tu gagnes quelque part parce que tu me dis que tu rencontres ton épouse. Yes, Aujourd'hui, c'est vous clair. avez 2 magnifiques enfants. Et c'est ça, 2. Il y en a pas eu c'est d'autres, ça. ok. Non, t'inquiète. Qu'est-ce qui fait alors que tu es heureux aux States
que t'es avec ton épouse. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu te décides à revenir à Reims, parce que tu reviens à Reims Ouais, c'est ça. pour c'est poursuivre ça. ta carrière. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette décision? Bah écoute, honnêtement, ça a été mon agent et ça a été aussi à mes amis, un grand frère, Didier Mbenga. Didier Mbenga, Il a joué à voilà, Los Angeles? voilà exactement. En fait, Didier était le premier joueur de la société comme sport. Tu vois, le Mhm. premier joueur que Bouna a fait venir aux États-Unis. Et moi, en fait, Didier a été le premier joueur que j'ai entraîné, avec qui, tu vois que j'ai vraiment encadré, ainsi que Joseph Gomis, c'est dans leur venue aux États-Unis. Et si tu veux, tu vois, comme sport en fait, Bouna avait lancé, c'est un camp d'entraînement aux États-Unis, Mhm. un peu basé comme le même camp que j'avais pu faire avec Tariq. Il voulait donner en fait l'opportunité, tu vois, des joueurs pro français d'aller s'entraîner aux States et de voir, comme on dit en anglais, what it takes. Tu vois, Mhm. qu'est-ce qu'il faut pour y Ouais. arriver, tu vois. Et donc en 2003, j'ai eu Joseph Gomis et Didier Mbenga. Et Didier, en fait, lui, il venait de Charleroi. Et les Mavericks étaient super intéressés par son profil, tu vois. Et donc à ce moment-là, il fait des Summer League à Long Beach. Et je participe donc aux négociations, tu sais, de son contrat. Et là, tu vois, Didier, je voyais sa carrière NBA commencer. Joseph Gomis, malheureusement, lui, a une déchirure abdominale. Sinon, Joseph Gomis aurait été le backup de Steve Nash à cette époque-là. Il y a peu de D'accord. personnes qui le savent, mais bon. Tu vois, comme quoi, tu sais, ça, je joue, tu Ah, sais, pas quelquefois un petit grand-chose. détail. Tu vois, voilà, pas grand-chose, tu vois. Et donc, Joseph Gomis, il est il est assistant, préparateur physique maintenant, non? il est préparateur physique et il est assistant coach à Lasvel. Ok. Voilà, tu vois. Donc, et en fait, donc 2 ans après, si j'avais été pris par les Mavs, j'aurais évolué avec Didier, tu vois. On aurait joué dans la même équipe. Et à ce moment-là, Bouna, en fait, me dit, écoute, c'est pas grave, viens, je t'emmène à Las Vegas pour voir Didier jouer, tu vois. Et en fait, là, je rencontre mon épouse, tout ça. Et là, je dis à Didier, écoute, Didier, franchement, je suis dégoûté parce qu'on aurait pu jouer ensemble, j'aurais pu avoir ma one shot, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et il me dit, frérot, ne lâche rien, avec tous les sacrifices que tu as pu faire, bah, continue. Et là, mon agent me dit, écoute, il me dit, tu sais ce qui est beau avec le basket? C'est que il- tu peux jouer au basket partout dans le monde. Il y a des championnats partout dans le monde. En plus, t'es français, il y a un bon championnat en Europe, en France, tu vois. Il me dit, tu vas trouver une équipe, tu vas voir. Et en fait, j'ai suivi, tu vois. Et 2 semaines après, je signe à Reims, quoi. Ouais. Ça allait vite, Tu quoi. vois. Ouais, 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 franchement, ça allait super vite. Vraiment, ça allait super Est-ce vite, tu que vois. tu l'as pris comme un échec quand même à ce moment-là? Ou est-ce que tu t'es dit non, je vais continuer à taffer et je vais rebondir? Non, je l'ai pas pris comme un échec. Par contre, là où j'ai vraiment pris une patate, franchement, c'est quand je suis arrivé à Reims, en fait, le premier entraînement. Ouais. La salle? Parce que en plus, la salle était en rénovation, on s'entraînait à l'ASPTT. Ouais. Je suis arrivé, je demande, ouais, est-ce que je peux me faire frapper? Ils me sortent la pharmacie. Et je vois de Ouais. l'élasto. C'était plus Et la je dis, même. y a pas un kiné, tout ça? On me dit non. Et là, en fait, je te jure, là, j'ai pris le revers de la médaille. J'ai fait, ah ouais. Et en fin de compte, tu vois, j'ai mis du temps, mais ça m'a pris 3 mois pour m'adapter, tu vois. Ouais. Jusqu'au mois de décembre, j'étais là, tu vois, donc j'avais mon épouse, enfin, ma petite amie à l'époque, donc, tu vois, elle était aux États-Unis, elle venait tous les 2 mois, tu vois, donc, j'avais aussi, tu sais, mon équilibre. Mais ce qui s'est passé dans ma tête, ça a été en fin de compte, j'ai dit, je suis arrivé, j'étais derrière Momossi, tu vois, qui est le GM de Foss. Mhm. Entre guillemets, félicitations à Foss sur Mer pour la Pour montée, parce que monter, ça fait ouais. plaisir quand même. Et en fait, c'était un grand frère pour moi, parce que lui, il était sur la fin de carrière, il me disait, écoute, il dit, Fred, je sais que t'es meilleur que moi. Quand t'as ton opportunité, vas-y, saisis-la, voilà, tout ça. Et en fin de compte, il s'est blessé. Je l'ai remplacé. Et en fin de compte, le coach à l'époque, Francis Charneux, ne faisait pas confiance. Donc, il a appelé un Américain. Tu vois, il a ramené un Américain. Et l'Américain, je le travaillais à l'entraînement, mais je jouais pas. Ouais. Et à la trêve, à Noël, franchement, j'ai ma petite amie, donc ma femme qui vient. On va chez ma mère. Et en fin de compte, je lui dis, et dans ma tête, tu vois, je dis, écoute, dès qu'on revient au mois de janvier, je suis en mode, je suis en mission. J'ai dit, c'est fini les coupes de cheveux. Tu sais, à l'époque, j'avais les waves, tout ça. On était là, on les contours laserifiés, tout ça. J'ai dit, c'est fou. J'ai dit, je suis en mode. Donc, je me suis pas rasé jusqu'à la fin de saison. J'avais les cheveux qui poussaient. J'étais en mission. Ouais. Et premier match de reprise, on joue l'Asvel.
Et là, je fais 38 d'évaluation, je fais un 19-19. Et, Ok. et je pense que là, en fait, ce match-là a vraiment lancé ma carrière, tu sais, mon retour en France, parce qu'il y avait un article après dans l'équipe, et Claude Bergeau parlait de ouais, Fred, peut-être l'équipe de France, voilà tout ça. Et à partir de là, je vais te dire, hein, ça a été simple. Hein. Première partie de saison, je tournais à 9 points. Je tournais à 9 points, 6 rebonds. Mhm. Deuxième partie, j'ai tourné à 19 points, 9 rebonds. C'est ta Je meilleure m'étais mis saison en... d'ailleurs, Ouais, statistiquement. exactement, exactement. Exactement. En fait, tu vois, j'ai eu, j'ai eu cette réaction où je me suis dit, j'ai dit pas deux fois. Je vais pas me faire, excuse-moi Ouais. du terme, tu vois ce que je veux Ouais, dire, ouais. pas deux fois. J'ai dit Fais pas deux fois. attention Donc j'ai parce tout que donné. ma mère, elle Voilà. écoute, donc. Ah non, c'est pour ça. Pardon, madame, excusez-moi. Mais juste pour ceux qui nous écoutent, là, on parle de pro, hein. T'es revenu, Reims, c'était en Ouais, c'est pro ça, à ouais, ouais. l'époque, hein. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. En pro à direct. Et à partir de là, après, ça allait vite, hein. Écoute, très bonne fin de saison. Je suis élu, voilà, meilleur, à l'époque, c'était quoi? C'était, potentiel, tu vois, Pro A. Bref, je signe dans la foulée avec Le Mans, qui venait d'être sacré champion de France. Donc directement, bah, j'ai joué au Mans, j'ai joué en Euroleague, tu vois, donc superbe expérience. Mhm. Franchement, l'Euroleague, c'est un niveau encore au-dessus, tu vois ce que je veux dire. Et franchement, c'est c'est du high level. Je sais Alors, pas si dis-moi, tu pourquoi. vois, ça, moi, ça m'intéresse. Le niveau Euroleague, ça vaut quoi par rapport à un niveau NCAA? Par rapport au haut niveau NCAA? Au niveau NCAA, c'est au-dessus. C'est au-dessus parce que le QI basket, tu vois, le QI basket en Euroleague, Ouais. c'est c'est une partition, C'est c'est beaucoup de au-dessus? l'opéra. C'est très Ah au-dessus? oui, Ouais. oui, Ok. oui. En fait, t'as pas de temps de répit. Tu vois, si tu prends aujourd'hui, tu prends Villanova, Ouais. tu les mets contre le Real Madrid, Ils sont explosés? ils sont bousillés. Ok. Ils vont jouer sur leur qualité athlétique, tu vois. La qualité athlétique, ils ont aussi du basket, tu vois ce que je veux dire, ils savent Oui. jouer. Mais sur la densité physique, Hmm. sur 40 minutes, Ouais, tu vois bien surtout. l'Euroleague, hein. Surtout L'Euroleague, maintenant, c'est ouais. une équipe qui part qui a plus 10, elle n'est pas à l'abri. Ouais. Tu peux pas. Tu peux pas. Nous, notre saison, c'est vrai qu'en Euroleague, tu vois, on aurait pu passer, hein, franchement, hein. Mais il y a des matchs où on était devant et à la fin, on se fait passer devant. Contre l'Olympiakos, contre Bologne, contre Francfort. C'est des matchs, en fait, le mental, tu peux pas baisser les bras. Honnêtement, tu peux pas baisser les bras. Et franchement, tu sais, j'ai rencontré pas mal de joueurs, mais il y a des, moi, c'est Vitoria à l'époque. À l'époque, Vitoria, ils m'ont tellement impressionné que j'étais presque, tu sais, on était presque comme ça en admiration en Ouais. les regardant jouer. C'était entre Scola, Thiago Splitter, Prigioni, tu vois, tout ça. Tu sais, des gars, Ouais. tu sais, quand t'arrives dans le vestiaire et t'as la petite brochure d'avant-match. Tu sais, tu regardes, tu dis, ouais, on joue un, et tu vois, en fait, le palmarès des joueurs. C'est pas vainqueur de la Coupe du Sud-Ouest, hein, tu vois ce que je veux dire, Ouais, tu je vois, sais. c'est Jeux Olympiques, vraiment tu vois meilleur marqueur de l'Euroleague, tu vois MVP de Ouais. ci, championnat du monde, tu vois, toi t'es là, tu dis waouh 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 waouh. Waouh. Toi tu regardes ton CV, tu dis, tu te grattes la tête. Scola, t'as déjà eu la chance de jouer contre lui? Bien sûr j'ai joué contre Scola. Scola, est-ce que tu Il m'a, penses pas que à son prime, est-ce que tu penses pas que c'était peut-être le meilleur poste 4 au monde? mais bien sûr, Ok. en- bien sûr, parce que en termes de, je dirais même en termes de panel technique. Oh, c'était n'importe quoi, hein, franchement. Ouais. En tout cas, en Europe, c'était le meilleur joueur intérieur en 1 contre 1. Hmm. Ça, c'est sûr. C'est sûr. C'était, franchement, ouais. C'est pour ça qu'après, bah écoute, il a fait une belle carrière en NBA, hein, Ouais, même oui, il a si, fait une belle carrière, c'est tu sûr. vois. Tu vois, donc à un moment donné, tu vois, quand tu vois que le gars, il a fait une carrière en Europe, il a fait une carrière internationale, il a fait une carrière en NBA, excuse-moi, tu vois, mais respect. Tu peux pas dire que le gars, c'est, même si, voilà. Alors, Freddy, je vais accélérer un petit peu sur ton parcours Vas-y, pour vas-y. arriver au moment où tu arrives, comme par enchantement, Non, alors tu passes à Boulazac d'abord. Je pense que c'est ce Yes, qui te rapproche un petit peu de chez nous. À yes. Boulazac, ça se passe plutôt bien pour toi. Ouais, franchement, c'était top, hein. Ah, y a rien à dire, hein.
Ouais, il y a eu Limoges, et puis il y a eu Boulazac, hein, avec la montée en Pro A. Franchement, c'était, tu sais, une ville aussi petite, avec l'engouement qu'il y a, avec la salle qu'il y a là-bas. Ouais. Comme on dit, hein, Boulazac, c'est perdu, hein. Mais franchement, quand t'as les trois quarts de la ville qui sont là tu sais, les samedis soirs derrière toi, et qui te suivent partout, et que t'arrives à leur offrir, tu sais, la première montée en Pro A, ouais, ça fait quelque chose. Franchement, c'est top. Y a rien à dire. Franchement, j'ai passé 2 années, de 2010 à 2012 avec la montée. Et ensuite, j'y suis retourné après, un an. Mais, ouais, De autant très bons pour moi, souvenirs. ouais, autant pour moi que pour la famille, de très bons souvenirs. D'accord. Franchement, non, franchement. Et comment tu rentres en contact avec les JSA et que t'atterris au JSA? Tu peux nous raconter ce moment-là? Ouais, alors je suis arrivé à Bordeaux, en fait, par Boris Dio et Ronny Turiaf. Parce qu'en fait, on est associés, on est associés sur un projet de cinématographique. Mhm. Et donc, en fin de compte, quoi, moi, j'arrivais sur la fin de carrière, et voilà, je parlais avec Ronny. Je lui parlais un peu de mon plan de reconversion, tout ça. Il me dit, bah, écoute, je vais voir avec Boris, tu sais, au JSA, franchement, écoute, ça serait pas mal. En plus, c'est vrai que t'es à Boulazac, ils sont en N1, tu sais, il y a un projet de remontée, ça peut être pas mal. Je dis, ouais, ok. Je dis, franchement, vas-y. Donc, il en parle à Boris en parle, donc, à l'époque, à Nicolas Magan, qui était, le general manager. Et voilà comment, en fait, Frédéric Adjouanou est arrivé à Bordeaux, quoi. C'est tout? Ouais, c'est tout. Franchement, il y a pas eu de plan spécial, tu vois. Non. Je vais te dire, franchement, non, je suis arrivé là parce que j'avais aussi un projet Non, familial, tu vois. pourquoi je te dis c'est tout, Freddy? Parce que tu me parles de Boulazac, tu m'as décrit l'engouement, les supporters, la ville. Je t'ai pas en face de moi, mais t'avais les yeux qui brillaient. Et tu me parles de ton arrivée au GSA et tu me dis bon voilà, ça s'est passé, je suis arrivé au GSA. Point. Ben, écoute, Bon, on va pas se cacher les choses. Ça s'est pas très ouais, bien passé voilà. au GSA. Ça s'est Ça pas s'est très pas, bien passé. ça s'est pas bien passé, oui, plus ou moins. En fait, c'est même pas ça. Moi, ce qui me désole un peu, hein, c'est juste le fait que, tu vois, quand tu arrives à Bordeaux, tu sais, c'est une ville qui est magnifique, c'est une ville qui évolue, qui se développe, mais à fond. Et Bordeaux se doit d'avoir une équipe, tu sais, dans le basket Ouais, digne de français, ce nom, quoi. Je suis d'accord. digne de ce nom. Moi, j'ai joué contre les JSA quand ils étaient en Pro B, ils étaient top 8, tu vois, playoff, tout ça, à l'époque des Sam Idriss, de Miloud, Duba, tu Ouais. vois, des Cunningham, bref, tu vois, des Claude Bergeau. Et bah, quand je suis arrivé au JSA, bah, disons que, bah, je pense que je suis arrivé à un moment où c'était, on va pas se le cacher, c'était un peu la merde, quoi. Hmm. Et bon, on l'a vu après dans la foulée, hein, donc la descente en N2, ensuite, ben Boris qui quitte la présidence, tout ça. Donc voilà, je pense que je suis arrivé à un moment où je pense que c'était l'année où la goutte d'eau allait déborder, tu vois. Donc ouais, j'étais déçu, tu vois, j'étais déçu parce il y avait vraiment des choses à faire. Il y avait vraiment des choses à faire. Et puis même la saison comme elle s'est déroulée, tu vois, Le pour moi départ des coachs. personnellement. Ouais, voilà, tu vois, Régis, voilà, qui part. Même moi, j'ai eu pas mal de problèmes, tu vois. Donc, je me blesse aussi à côté. Donc, dans la tête, j'y étais plus trop. T'as coaché, toi, Euh, derrière. T'as coaché. ouais, en l'équipe. plus, ouais, j'ai coaché, tu vois, j'ai coaché. Et d'ailleurs, je tiens à dire, hein, j'ai eu la première victoire au Palais des Sports. Donc, tu vois, j'ai fait mieux que Zizou. Moi, je suis T'es arrivé, dans j'ai pris la l'histoire. victoire, je suis parti. Voilà, exactement. Exactement. Non, mais tu vois, tu vois, il y a eu tellement tu sais, c'était une saison, on a eu 5 coachs, hein, quand même. Et tu me comptes dedans. Donc ça fait beaucoup, tu vois, ça fait beaucoup. On parle de cohésion, on parle d'équilibre. Il n'y avait pas, il n'y avait pas. Mais bon, c'est des expériences. Je dis pas c'est des échecs, hein. Ouais. Je dis c'est des expériences, des épreuves qui te permettent d'avancer et tu sais, tu touches le fond, mais voilà, après, écoute, tu te relèves, tu vois ce que je veux dire? Tu te relèves et t'avances. Tu vois, Sylvain Maurice, il nous avait dit dans le podcast qu'à cette époque-là, en Mhm. fait, ce qui s'est passé, c'est que, en gros, il y a un recrutement qui a été fait, mais que on n'a pas essayé de tenir compte des caractères et des attributs de chacun, et du coup, ça matchait pas, quoi. Qu'il y avait des bons joueurs, mais que ça matchait pas. Et est-ce que t'es d'accord avec cette analyse? Non, bien sûr, moi je suis d'accord, mais tu vois, ça s'arrête pas que, tu sais, quand on parle de cohésion, Hmm. ça s'arrête pas que sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Ouais. aussi en dehors. Et il y a eu tellement de problèmes à l'extérieur, tu vois ce que je veux dire, avec Ouais. pas entre joueurs, hein,
loin de là, tu vois ce que je veux dire. En fait, il y a des choses qui n'ont pas été dites, il faut dire ce qui est. Tu vois, il y a des accords qui n'ont pas été respectés, donc ça mettait une mauvaise ambiance dans le groupe, non pas parce qu'on le voulait, tu vois. Pas parce que tu savais que ton coéquipier, voilà, il pensait ainsi à ça, que lui, il avait des problèmes comme monsieur et madame tout le monde. Oui. Et voilà, tu vois, on était plus là, en fait, à essayer d'avancer. Tu vois, on s'entendait bien, mais il y avait toujours des problèmes. Tu vois, il y avait toujours un truc qui allait pas. Donc, à un moment donné, tu sais, C'était au-delà de l'équipe, en fait. C'était au-delà de l'équipe. voilà, tu vois, Ok. voilà, c'est ça, tu vois. Donc, il y a eu un tout, tu vois, malheureusement, parce qu'on avait une équipe pour faire quelque chose, tu vois. Mais, bah, déjà, tu sais, quand tu changes de coach, tu sais, début comme ça, après, il y en a un autre qui arrive, en plus, qui est pas français. Tu vois, Sylvain qui est venu avant. On a un coach serbe qui vient, qui essaie d'inculquer ça, mais il n'a pas tous les moyens. Il y a des joueurs qui sont blessés. Moi, je reviens, je suis un ancien, tu vois, je reviens de blessure. Je m'étais quand même fait une fissure du tendon rotulien, tu sais, 9 mm sur 10, c'est pas rien, j'avais un trou dans le genou. Et tu reviens, on te demande de faire des trucs, mais ton corps te dit, écoute, tu peux pas donner plus que 15 minutes, là. Si tu donnes plus, regarde, le genou, il gonfle. Donc tu fais comment, tu vois? Donc, mais t'es un battant, tu vois? Je veux dire, peut-être tu veux pas lâcher l'affaire, donc tu essaies de donner le tout pour le tout, mais à un moment donné, tu peux pas. Et tu te sens, tu sais, faible, quoi, t'as pas de pouvoir. Donc c'est un mélange. Tu sais, il y a eu beaucoup de choses. Franchement, il y a eu beaucoup de choses. Je suis pas là pour pointer du tout un tel et vice versa. J'espère juste qu'aujourd'hui, écoute, que les JSA, hein, voilà, comme je le dis, hein, qu'ils avancent, que tous les problèmes qu'ils aient eu par le passé, tu vois, ça soit réglé. Et que franchement, moi, je demande juste qu'il y ait un club phare ici, tu sais, dans la région qui puisse, porter au plus haut, tu sais, tous les autres clubs. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à un moment donné, on peut pas penser qu'à sa gueule, entre guillemets. Est-ce que toi, par rapport à ton parcours et à toutes tes connaissances du milieu du basket pro, est-ce qu'on t'a déjà sollicité clairement pour accompagner le projet des JSA et pour les aider à atteindre leurs objectifs? Non, pas que non. Enfin, je vais dire oui et non. Je dirais que oui. En tout cas, on t'a pas fait de proposition qui te semble convenable, concrète, claire et précise pour que tu puisses t'impliquer. Non, bah déjà, pour pouvoir avoir une proposition, il faut dire que la structure elle soit solide. Ouais. Si voilà, tu peux pas aujourd'hui, même si on m'avait proposé à l'époque, voilà, de rentrer, tu vois, dans l'équipe, j'aurais dit non, parce que moi je suis une personne, voilà, avec tout ce que j'ai pu voir, tu sais, pendant ma carrière et au State, tout ça, je vais entre guillemets, excuse-moi, je vais pas mettre ma tête dans le bourbier. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, et c'est pas pour être méchant, hein, ce que je dis, hein. Mais quand Hamid Mesbah, tu vois, ensuite est arrivé, Hamid, franchement, il a fait un boulot qui était top. Moi, je sais que, voilà, ce qu'il a mis en place, on y avait pensé, tu vois, que ce soit Sami Idriss et moi, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et si Sami, franchement, il écoute le podcast, comme je lui dis, dédicace à toi, parce que on sait très bien. Après, c'est juste, tu vois, dans tout projet, il faut qu'il y ait une cohésion. Il faut que les choses soient dites, que ce soit de bonnes choses ou les mauvaises. Mais tu sais, moi à l'époque, je savais pas où est-ce que l'équipe allait. Tu vois ce que je veux dire? Et j'allais pas m'engager parce que j'étais investi sur d'autres projets. J'avais ma famille. Et à un moment donné, tu sais, les gardes-clochers, moi je suis pas dedans. Tu vois. Bon. J'insiste pas plus sur ce terrain, mais en tout cas, effectivement, la plupart du temps quand j'ai pu discuter de ceux qui sont passés par les GSA, parce que c'est intéressant, c'est notre club numéro 1, donc ça nous intéresse de savoir. Mais c'est vrai que souvent, ce qui ressort, c'est que il y a vraiment un problème, enfin, il y avait en tout cas, peut-être un peu moins aujourd'hui, je sais pas, mais un problème de communication et de professionnalisme, quoi. Ben donc, oui, c'est ça. Donc, et c'est là, et vraiment, moi, ce que j'ai, en fait, quand je suis arrivé à Bordeaux, tu sais, je comprenais pas pourquoi, en fait, tu vois, je voyais Boris président, mais dès que je suis arrivé à Bordeaux, j'entendais toutes ces histoires, on disait, mais Boris, qu'est-ce qu'il fait? Mais en même temps, quand t'as Boris qui est de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, et que, tu vois, il y a certaines informations qui arrivent pas à ses oreilles, c'est difficile, tu vois. Donc, tu vois, ça, je me suis retrouvé vraiment entre deux murs parce que j'ai mon ami Boris, qui est aussi, un associé. Je suis là grâce à lui. C'est son équipe. Tu vois, je suis là pour vraiment booster, tu sais, pour faire quelque chose. En fin de compte, tu sais, t'arrives et t'es pas du tout dans le format saison basket, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est ça, mais bon, c'est comme ça, hein, écoute, hein, après, c'est la vie, hein. Bon. On en avance, tout cas, depuis t'as rebondi, je passe ta période de tresse, où t'as signé en pré-national, et, pour parler de ce qui nous intéresse et ce qui va venir là, très prochainement, c'est ton arrivée à Castelnau du Médoc en National 3.
Je pense que t'étais vraiment très attendu parce que ça fait un moment que Michel, il fait des pieds et des mains pour essayer de trouver un intérieur digne de ce nom qui puisse les aider. Et c'est pour ça que je disais, hein, il y a eu LeBron ce matin, mais il y avait toi avant. Comment ça s'est passé les contacts? Je pense que François a dû bien aider, François Préra. Bien sûr. Raconte-nous un petit peu les insides de cette signature. Les insights de cette signature, en fin de compte, je pense qu'il y a peu de personnes qui le savent, mais j'aurais dû signer à Castelnau l'année dernière. J'aurais dû signer avec eux déjà. Mais bon, en fait, François, l'année dernière, voilà ce qui se passe. Moi, je te dis les choses. Il y a Simon Darnozan. D'ailleurs, petite dédicace à Simon. Hein, mais c'est vrai qu'en plus, l'an dernier, il y avait encore Simon. Donc, vous auriez pu avoir la connexion, toi, Simon et François. Voilà, c'est ça. Tu vois, sans oublier Martin l'ancien aussi, toujours là. Tu vois, en fait, Simon, tu vois, il vient me voir, je vais dans son restaurant, il me dit, Fred, écoute, tu vas rejouer au basket. Je dis quoi? Je dis, non, vas-y, laisse-moi tranquille, moi, le basket, c'est derrière moi, surtout pas à Bordeaux, laisse-moi tranquille. Je lui dis ça honnêtement. Il me dit, non, vas-y, viens, tu vois, Castelnau, vas-y, il y a un projet, il y a une équipe, tout ça. Donc, en fin de compte, on parle et tout ça. Et enfin, un manque de communication entre Simon, moi, Michel, bref, et Manu, et en fin de compte, ça se fait pas. Mais sachant que François, quand même, François a fait le plus gros du boulot, tu vois. François avait tout mis en place pour que ça se passe. Bref, tu vois, ça, c'est le petit épisode, je dirais, manque de communication qui a fait que, voilà, j'ai pas signé. Moi, en plus, ça, je voulais pas me prendre la tête. Donc, j'ai signé à 13. Tu vois, 13 Club Famille, je les ai rencontrés. J'ai dit, moi, c'est bon, vas-y, moi, je suis avec vous. Parce que j'étais pas là pour, tout le monde pensait que j'étais là, pour la thune, tout ça. J'ai dit, mais moi, je m'en fous, tu vois. Moi, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour vraiment le plaisir, reprendre. J'ai mon fils en plus, tu vois, qui joue au basket. Donc, voilà, moi, je fais vraiment ça, vraiment pour le plaisir. Et donc, fin de saison, la fin de saison arrive, donc à 13. J'ai eu mon meeting avec Jonathan, avec le coach, et je lui dis, écoute, moi, sincèrement, la prénat, non, l'année prochaine, je jouerai pas. J'ai donné une saison, mais j'ai besoin de plus. Tu vois, j'ai besoin de plus en termes d'investissement, tu sais, des joueurs. J'ai besoin de plus en termes de compétition, tu sais, de connaissance du basket. Et voilà. Donc, François, directement, tu sais, on a parlé, j'ai dit, François, écoute, moi, il n'y a pas d'autres équipes, hein. Je retournerai pas au JSA, c'est clair. Donc, il reste que vous, hein. Donc, il reste que vous. Mais à ce moment-là, tu sais, j'ai toutes les équipes de la prénat qui m'ont appelé, que ce soit Orthez, j'avais des équipes même de N1 qui m'ont appelé parce que j'en ai mis un moi qui s'occupait de Besançon, tu sais, on m'a appelé tout ça, j'ai dit non, moi, je reste dans la région. C'est fini les déménagements, tout ça. En fin de compte, il me restait vraiment Castelnau. Et puis, je voulais vraiment jouer à Castelnau parce que je sais que, il y a ce projet, tu vois, de monter. Il y a François, il y a Martin. Tu sais, c'est les anciens. Je voulais jouer avec eux, tu vois, l'année dernière déjà. Donc, j'avais ça en tête. C'est vrai que cette année, ça s'est joué entre Castelnau et Saint-Médard. Et vu que Saint-Médard, bon, c'est vrai qu'ils savaient pas s'ils allaient être en N3 ou pas. Et moi, j'ai dit franchement, moi, si c'est la prénat, je joue pas au basket, quoi. J'allais jouer au ping-pong. Ouais. Est-ce que je me trompe si je dis que en prénat, le souci auquel tu as été confronté, c'est que t'as joué avec des jeunes, on va dire, hein, des jeunes, qui avaient une connaissance du basket qui était beaucoup moins importante que la tienne et que du coup, ça matchait pas. Est-ce que je me trompe si je dis ça? Non, pas du tout, tu vois, mais je dirais pas que c'est tu vois, il y a ça, mais aussi le fait que même pour eux, tu vois, d'évoluer à côté d'un ancien pro, tu sais, ils ont dû s'adapter, tu vois ce que je veux dire, tu sais, c'est un gros changement, hein. Et c'est vrai que en prénat, ce que j'avais pas calculé vraiment, tu sais, à la base, c'est que t'as des joueurs qui sont là pour le fun. Ouais. Tu vois, l'implication. Pour le fun, tu vois, voilà l'implication. Et je pouvais pas demander à un joueur, tu sais, qui n'était pas dans cette optique-là, tu sais, de faire plus, tu vois. Et mais c'était une superbe expérience parce que tous les gars, franchement, je les adore et on est toujours en contact, tu vois. Pas plus tard qu'hier encore, on était ensemble. C'est humainement parlant. Par contre, je veux dire humainement parlant, c'était le top. Et je pense que tu vois ce côté humain-là, si tu arrives à l'avoir au niveau professionnel, voilà quoi. Tu sais, y a pas photo. Et ça m'a vraiment rappelé, tu sais, la saison que j'avais pu passer, tu sais, autant à Limoges qu'à Orléans ou même à Boulazac, tu vois. Donc c'était le plaisir. Ouais, voilà. Franchement, c'était purement le plaisir, tu vois. Après les raisons, je veux dire honnêtement, c'est ça aussi que à 37 ans que je sois en fait, tu sais le LeBron James de 13 entre guillemets quoi, tu sais que tu vois,
C'était pas ça, tu vois. Tu sais, le but à la base, c'était que je joue quoi, 10-15 minutes, pas Ouais. plus, tu vois. Mais superbe excellence humaine et ces gars-là, franchement, je les adore et ils le savent et je leur souhaite une bonne continuation. Dès que je pourrai, Tiens, allez j'irai voir. aller voir tout ça. Ouais, ouais, mais bien sûr, bien sûr. Moi, ça va au-delà du basket. Tu vois, ça va vraiment au-delà du basket parce que c'est des gars aussi, tu sais, qui ont appris de moi. J'ai appris d'eux aussi. Tu vois, parce que ça fait du bien aussi, tu sais, de revenir, tu sais, bien, tu sais, d'avoir le pied à terre. Mm. Et c'était top. Une saison, franchement, top. Humainement Bon, parlant, y a rien à dire. c'est beau ce que tu dis, hein. Je me dis que s'ils écoutent, ça va vraiment leur faire plaisir ce que tu dis. Ah, mais ils le savent, hein. Ils le savent, hein. Ils le savent tous, hein. Ils le savent tous, hein. Bon, moi j'ai encore quelques petites questions à te poser par rapport à la saison prochaine. Je commence par une question qui fâche, d'accord? Enfin, qui fâche. Ok. Une question qui me semble réaliste, mais qui peut fâcher. T'es d'accord avec moi que le recrutement à Castelnau, mais parce que c'est aussi comment dire, la réserve qu'on a en Gironde qui n'est peut-être pas aussi bonne qu'on le voudrait, c'est les anciens qui font le taf dans le coin. Ouais. C'est les anciens qui font le taf. Comment tu penses que Castelnau peut atteindre ses objectifs dans le futur en ayant un recrutement avec effectivement des anciens comme toi, François, Martin, etc. Est-ce que tu penses pas qu'à un moment donné, si vous arrêtez, derrière il y aura pas de relève et en fait le projet il pourra pas vraiment avancer? Écoute, c'est simple, hein. Écoute, c'est simple, hein. C'est clair que si aujourd'hui tu n'as pas de formation, c'est-à-dire que tu ne formes pas des jeunes, c'est derrière, tu sais, qui vont s'imprégner, tu vois, de l'éthique de travail, qui vont s'imprégner du projet, c'est mort. Parce que tu vas monter et dès que les anciens vont partir, tu vas te casser les dents. Ça, c'est clair et net. Sachant que faut pas oublier que François ou Martin et moi, on est plus si jeunes que ça. Moi, je vais avoir 38 ans dans 2 semaines, là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, à un moment donné, il faut pas croire que les tres amigos, là, on va jouer jusqu'à 45 ans. Tu vois ce que je veux dire? Parce que même si on joue jusqu'à 45 ans, il y aura pas le jus pour, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, ouais. c'est même pas le but. Ça se trouve, là, on fait une saison, j'espère qu'on va monter, et puis après, basta, tu vois. Hmm. Mais, quand tu es dans un projet de montée comme ça, tu te dois de penser au futur parce que tout peut arriver. Et tu crois que c'est fait ça? Tu penses que Castelnau a conscience de ça et qu'on pense au futur à rajeunir, à former? Enfin, je sais que Manu m'avait dit qu'il voulait intégrer le petit jeune Alex Blin, je crois, Ouais. si je dis pas de bêtises. Mhm. Mais est-ce que tu penses qu'il y a d'autres jeunes qui Ouais, vont... écoute, Je sais que Yuri moi- aussi, qui est un jeune meneur, Ouais, vous rejoint. ouais, voilà, c'est ça. Bah, je pense que, enfin, je pourrais pas te dire à 100% oui qu'ils sont dans cette stratégie-là. Mhm. Je te dirais, moi, voilà, écoute, on a joué 2 fois ensemble, tu sais, j'ai rencontré Michel 2-3 fois, Ouais. Manu, pareil, tu vois, donc je pourrais pas te dire aujourd'hui vraiment est-ce qu'ils sont dans cette optique-là. Il faudra me laisser, tu sais, je pense, tu sais, la pré-saison, tu sais, pour pouvoir voir, On va le bien début, juger tu sais, de des ça. matchs amicaux, voilà, pour juger. Mais aujourd'hui, c'est clair que, voilà, si moi je suis venu, voilà, c'est pour l'objectif montée. C'est vraiment pour faire un truc là-bas. Mhm. Et que s'il y a une montée qui dit on est dans cette optique-là, c'est-à-dire que il faut mettre en place peut-être tout le processus pour préparer la saison prochaine. C'est-à-dire que voilà, si aujourd'hui voilà tu fais ce recrutement-là, et tu cherchais un poste 5, que j'étais ta priorité et que j'ai apporté de l'expérience et qu'on va avoir une très belle raquette, tu vois, et en plus on a une vraie équipe, franchement. C'est pas pour que fin de la saison 2019, on commence à se regarder dans les yeux, on dit bon maintenant on fait quoi? Non, on fait quoi? C'est-à-dire que voilà, tu vois, c'est ce professionnalisme-là dont on parlait tout à l'heure, tu vois, par rapport au GSA, ça commence maintenant. Si tu as un projet de montée, tu sais que l'année d'après, tu devras changer des choses et que tu vas te professionnaliser. C'est obligé. C'est obligé pour toute équipe qui a dans la tête de monter, que ça soit de faire N3, N2, N1 et d'arriver dans le basket élite. Mhm. Et dans ta tête, le mot professionnel, il faut qu'il soit ancré. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, je pense que pour le club, c'est vraiment un bon trade dans tous les sens du terme parce que tu vas leur apporter effectivement sur le terrain et puis tu pourras même, parce que je sais que Michel il est très à l'écoute, tu pourras même apporter voilà tes connaissances basket général pour aider le club l'année prochaine à évoluer. Donc je pense que c'est une bonne chose. J'ai une question un petit peu plus légère. Si le match se joue sur un point et que François et toi vous êtes sur le terrain, qui va prendre le shoot? Je vais dire honnêtement. Je vais dire honnêtement, c'est Dis-moi simple. honnêtement. Je vais dire honnêtement, c'est simple. Tout dépendra de qui aura la balle en main.
Le premier qui a la balle, il balance. Non, C'est ça? non, même pas. Vas-y, Même pas. dis-moi. Tu sais que si François il a la balle, si François il a la balle, il va provoquer et moi je vais suivre derrière, donc il y aura certainement une passe. Et moi la même chose pour lui. Ah, Je d'accord, pense pas qu'il y d'accord. a, je pense pas qu'il y a, je pense pas qu'il y a un joueur, tu vois, qui sera désigné pour prendre le dernier shoot. D'accord. Parce que tu vois, on a pu jouer ensemble et déjà, franchement, il y a les automatismes sont là et franchement, ça va être top. Franchement, je l'ai dit, hein, écoute, tu sais, le premier match qu'on a fait, c'est contre les Kamit, tu sais, on est revenu, tu sais, je suis rentré à la maison, tu sais, j'ai fait un bon match. Je suis revenu, j'ai dit à mon époux, j'ai dit, franchement, on va avoir une raquette de feu. J'ai dit, avec François, on va vraiment bien s'entendre, tu vois. Et, je me fais pas de soucis. S'il prend le dernier shoot, il le prend. Si je le prends, je le prends. Mais je pense pas qu'il y aura de, non, vas-y, prends-le, non, tout Oui, il ça. y aura, je pense pas qu'il y ait de question d'ego, en tout cas, entre vous. Ouais, Ça, c'est non. clair. Ça, c'est sûr. Ça, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. On est au-dessus de tout ça. Mais on a juste tout ce qu'on veut, c'est jouer. On veut gagner à partir de la discipline et de la dureté. Et, franchement, il va y avoir de belles choses. Sans mentir, Je sans pense. mentir les... Freddy, avant qu'on se quitte, parce que ça serait dommage de Yeah. pas en parler, comme je disais que t'es très impliqué sur plein de sujets. T'as parlé tout à l'heure des JO, t'as parlé aussi Voilà. de vos projets cinématographiques, etc. Est-ce Yes. qu'en 2 minutes, tu peux nous parler un petit peu de tout ce que tu fais à l'extérieur? Nola Ouais. Circus, il s'appelait le film. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que dans tu la peux nous circuit. parler de tout ça, qu'on comprenne un petit peu sur quoi tu es? Ouais, alors en fait, donc en 2010, j'ai créé avec des associés, on a créé une société de production cinématographique qui s'appelait à l'époque OMDF, donc One Million Dollar Film, qui s'appelle aujourd'hui Illicit Producers. Et en fait, le concept, c'était de produire, c'est de produire un film totalement financé par des sportifs professionnels qui devenaient automatiquement donc le producteur. Et dans ce concept-là, en fait, on voulait créer donc donc certes une opportunité, tu vois, artistique, mais aussi une opportunité, tu sais, de reconversion. C'est-à-dire, tu vois, fédérer donc des sportifs qui étaient amoureux du cinéma. Et comme tu le sais, tous les sportifs, on regarde toujours des séries, des films en déplacement, tout ça. Donc, tu vois, ça, c'était pas difficile, mais qu'ils soient là, tu sais, dans un projet commun, basé basé sur le concept du sport, quoi. Tu vois, des individus qui viennent recrutement, t'as une équipe, boum, on a un objectif commun et on fonce. Et donc en fin de compte, donc nous avons fédéré 12 sportifs professionnels, Mhm. dont basketteurs, footballeurs, rugby et hand. Niveau basket, on a Boris Dio, Ronny Turiaf, Nando Docolo, Nicolas Batum, Alexia Ginsa, Yann Maimi. Foot, on a Johan Djourou, Michael Siani, Bakary Sagna. Au niveau du hand, on a Lucas Ballot et rugby Maxime Mermoz. Et en plus, excusez-moi, Louis Saha au niveau du foot. C'était Voilà. voulu d'essayer de toucher un petit peu tous les sports, tous les. Ouais, tous les sports, ouais. Ah, ok. Franchement, c'était voulu. On a aussi approché, bien sûr, la jante féminine, tu vois, et on a approché Sandrine Goda, on a approché aussi euh, d'autres sports. Franchement, on était ouvert. Voilà, on voulait que ce soit le sport, tu vois. Donc ça Où s'est est fait. Gaël, mon fils, dans tout ça? Je le verrai bien dans ce que Bah tu me dis. écoute, à l'époque on a parlé à Gaël, mais Gaël était sur d'autres projets, tu vois, parce qu'il faut aussi, Gaël était sur d'autres projets, Teddy Riner aussi, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut respecter aussi, Oui, tu vois, la vie, tu vois, des sportifs, c'est-à-dire que le sportif ne fait pas que du sport, tu vois ce que je veux dire, il a aussi c'est d'autres clair. projets à côté, et le sportif aussi doit apprendre à dire non, parce que tu peux pas, parce que tu es Teddy Riner, dire oui à tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Mhm, c'est clair. Donc c'est quelque chose, tu vois, moi j'étais vraiment content, tu vois, d'avoir pu amener Ronnie, tu vois, Boris a suivi derrière, Boris derrière ramène Nando, Nico qui me connaît et qui connaît aussi Boris, bah la confiance est là, tu vois, donc ça m'a fait vraiment plaisir, tu vois, ça m'a vraiment fait plaisir. Donc le film est sorti il y a 2 ans. Tu vois, il est sorti il y a 2 ans. On avait fait une avant-première ici sur Bordeaux. Actuellement, on est sur le digital, sur le marché asiatique, tu vois. Mais pour nous, c'est une réussite parce que, si tu veux, on a produit le film, on l'a tourné à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis. Il est sorti en France, tu vois, dans quelques salles CGR. On est sorti sur les plateformes digitales, iTunes, Amazon, voilà, tout ça, tu vois. Donc, tu vois, c'est un succès. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est un succès pour nous parce que le produit fini, il est là. Ouais. Après, après derrière, c'est vrai que en termes de recettes, on n'a pas touché, tu vois, ce qu'on devait toucher, mais on a quand même, tu vois, on a quand même eu des revenus.
Mais c'est un premier projet, tu sais, c'est une première marche. Donc maintenant, on est en train de voir par rapport au deuxième projet, qu'est-ce qui peut être fait ou pas. Tu vois, ce que aussi nos producteurs, s'ils veulent continuer ou pas, tu vois. Donc on est en plein dans ce process-là. Mais ce qui m'a pas empêché derrière moi de continuer à faire beaucoup de choses. Tu sais, j'ai fait du coaching pendant 12 ans, pendant 12 étés, j'étais aux États-Unis. Euh, des joueurs, tu sais, j'en ai connu, j'en ai eu, anciens, jeunes. Tu vois, j'ai eu beaucoup d'expérience. Donc, ce qui m'a fait faire, écoute, j'ai touché à tout. Là, actuellement, je suis ambassadeur pour Paris 2024. Tu vois ici. Donc, c'est beaucoup d'interventions, tu sais, en partenariat avec le comité régional olympique, avec le MEDEF, tu vois, avec Paris 2024, autant sur la région qu'à Paris. Je suis aussi intervenant. Je suis aussi intervenant à l'INSEC. Là, à l'INSEC, je suis jury pour les BBA INSEC et BBA Sport. J'ai aussi donné des cours, tu vois, l'année dernière à ICFAC. J'ai aussi une société d'accompagnement et de conseil pour sportifs basée sur Genève. Ouais, je fais pas mal de choses. On va dire que je suis actif, tu vois. J'aide aussi Sylvain sur le 3-3. Je suis actif, tu vois. Moi, je suis toujours à la recherche, tu vois, de challenge. Mais c'est surtout que je veux être un exemple, tu sais. Je veux que si j'ai vraiment un message à donner, tu sais, à tous les sportifs, à tous les basketteurs, tu sais, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient même retraités, il faut pas oublier une chose, c'est que quand tu as été sportif, tu vois, que tu sois de haut niveau ou pas, t'as t'as une, t'as une compétence d'adaptation et de recherche de challenge qui est au-delà de la normale. Donc il y a pas d'excuse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comme je te l'ai dit, tu sais, au début, moi tu vois, je sais pourquoi j'ai raté, tu sais, mon opportunité en NBA, et j'ai appris. Mais aujourd'hui, si demain je dois me lever, je dois aller peindre les murs, tu sais, d'un bâtiment, j'irai le faire. Tu vois, j'ai pas d'ego. Tu vois, j'ai pas d'ego. Tu dois faire ce que tu dois faire pour toi, pour ta famille, et parce que tu veux le faire. Tu vois, à un moment donné, il faut pas. Tu sais, on est tous là, on essaie de ressembler à quelqu'un, mais il y aura qu'un Kobe Bryant, il y aura qu'un LeBron James, il y aura qu'un Michael Jordan. Tu vois, il y aura qu'un Eli Okobo, il y aura qu'un Abla, il y aura qu'un Frédéric Adjiwanou. À la fin, c'est ce que tu feras pour toi. Tu vois, donc je suis actif, ouais, je suis un peu partout, mais parce que je le veux aussi, tu vois, parce que j'ai préparé ma reconversion il y a des années en arrière, et parce que j'y ai pensé. Donc je récolte que les graines que j'ai semées, hein, c'est tout, hein. C'est tout, hein. J'essaie vraiment d'être un exemple ici, tu vois, ici sur Bordeaux, de montrer aux gars que ils peuvent y arriver et que voilà, tu sais, qu'un fils d'immigré venant d'Annemasse en Haute-Savoie, qui est parti ensuite à Limoges aux États-Unis et qui aujourd'hui qui vit sa vie à Bordeaux, il fait ce qu'il veut faire, c'est tout, hein. Il y a pas de secret, hein. Je crois qu'on pouvait pas mieux conclure, Freddy. Écoute, tu me connais, Ablaï, hein. C'est beau. On finit sur une note poétique. C'est magnifique. Écoute, tu connais no bullshit. Je suis content. En tout cas, Freddy, moi, ce que je voulais te dire, c'est que déjà, je te remercie énormément d'avoir accepté l'invitation. Oh, c'est moi. Merci beaucoup, Ablaï. Il y a une chose que j'aime chez toi et que je retrouve chez François, et c'est pour ça que je pense que votre connexion, elle va être géniale. C'est que, tu l'as dit, t'as un rôle d'exemple. Tu vois, je veux te dire. Et tu sais, t'as ce souci qu'on avait un petit peu, qu'on perd un peu, mais qu'on avait un petit peu avant. C'est le délire des grands frères, tu vois, qui accompagnent les petits jeunes, tu vois. Yes. Et toi, t'as ce regard-là sur les plus jeunes et t'essaies, même si je suis pas beaucoup plus jeune que toi de pas grand chose, mais tu nous accompagnes, tu vois, tu nous aides à grandir. Et moi, ce qui m'a toujours marqué, quand je t'ai rencontré, parce qu'on se connaît pas depuis très longtemps, c'est que t'es vraiment d'une très grande humilité et, quand on se voit, bon, ça va peut-être paraître une connerie ce que je vais dire, mais on se demande qui est le pro, tu vois, je veux te dire. Parce que tu nous regardes pas du tout de haut, on se dit pas, lui, il a eu un parcours, il a fait la NCA, on sait pas. Tu vois, je veux te dire. On est au même niveau, on discute de la même façon, il y a pas de, et ça, c'est très, très, très appréciable. Parce que bon, moi, j'en côtoie, hein, du monde, dans le basket. C'est pas toujours le cas et je pense que tu le sais bien. Il y en a qui parfois ont tendance à prendre un petit peu la grosse tête parce qu'ils savent mettre un ballon dans un panier. Mais en tout cas, toi, c'est pas ton cas. Et pour ça, je te remercie. Et merci beaucoup. comme on en a déjà discuté, je pense que la connexion avec François, Loïc, tous les jeunes de Castelnau, Martin, etc., je pense que ça va fonctionner. L'année prochaine, moi, je viendrai en tout cas vous voir jouer. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et puis on va, comme on dit, hein, écoute, hein, on va essayer d'aller à la poursuite des JSA. Yes. Ça serait bien d'avoir deux clubs. Écoute, yes.
comme je dis, hein, la compétition, elle est saine, mais c'est vraiment pour le sport, parce que tu vois, par rapport à Paris 2024, je suis ambassadeur et on fait là actuellement, il y a un gros travail qui va être effectué sur la région Mhm. et auprès des écoles, parce qu'aujourd'hui, il faut réintégrer le sport, tu sais, dans le système scolaire, parce que le sport véhicule tellement de valeurs qu'aujourd'hui, on le sait bien plus. Hein, nous, on l'a connu, voilà, on a grandi, on avait toujours un ballon de foot, quelque chose, on faisait un foot même dans la rue. Bref, on a toujours trouvé quelque chose à faire. Aujourd'hui, je pense que il y a tout à refaire, il y a tout à améliorer, tu vois. Et aujourd'hui, le fait que les sportifs, tu vois, soient à la tête justement tu vois, de l'organisation, certes, c'est une bonne chose, mais il faut pas oublier que voilà, aujourd'hui, le sportif, il est en place aussi, tu sais, pour voilà, pour une grosse compétition, tu sais, les Jeux Olympiques, c'est pas rien, tu sais, ça peut être en Mhm. France, tu vois ce que je veux dire. Donc dans 6 ans, bon, nous on sera là, vieux père en train de se masser au Saint-Paul pour essayer d'aller jouer au basket. Mais nos enfants, c'est eux qui voilà, qui vont le vivre, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et c'est important en fait, sportif en fait. N'oublie pas d'où il vient. Faut pas oublier qu'à un moment donné, on a tous regardé quelqu'un, on a tous été inspirés par quelqu'un, tu vois ce que je veux dire. On a tous voulu avoir l'autographe de ce joueur, ou même tu sais, du joueur qui était là dans notre équipe de seniors garçons, c'était le mien, on voulait être comme lui. Et aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est sportif professionnel entre guillemets que tu dois regarder les autres, tu sais, de haut. Ça n'a rien à voir, parce que quand la carrière elle s'arrête, tu deviens monsieur et madame tout le monde. Ça c'est clair et net, c'est simple. On est d'accord. Tu pouvais pas mieux le dire. Voilà. Merci Ça, c'est Freddy. simple. Freddy, une dernière Merci question. beaucoup mon grand. Une Yes. dernière question. Tu me réponds par fiction ou réalité. Ok? Ok. Boris Dio, l'année prochaine ou dans 2 ans à Castelnau. Fiction ou réalité? Fiction. Non, tu peux pas nous dire ça. Laisse-nous rêver. Fiction. Moi, je dis fiction parce que, non, parce que mon téléphone, il a tellement sonné dès qu'il a fait son interview. Fred, c'est comment Boris? Je vais vous dire honnêtement. Moi, Boris, le connaissant, déjà, laissez-le se reposer. Je pense qu'il a vraiment donné au basket. Ouais. Il a besoin de profiter de sa vie, de la nature comme il aime. Et si Boris un jour décide de revenir sur les terrains, il le fera savoir. Tu vois ce que je veux dire? Il le Ok. fera savoir. Ok. Il le fera savoir. Après Castelnau, que ça soit Castelnau, même les GSA, je sais pas. Que ce soit, je sais pas, Trabant Blanc, Lormont, on s'en fout. Tu vois? C'est aujourd'hui, tu vois, faut pas aller, voilà, faut pas mettre, tu sais, la charrue avant les bœufs. C'est déjà, voilà, il faut déjà arranger beaucoup de choses. Tu vois ce que je veux dire? Ah Avant ouais. même avant qu'on ait Boris ou même Mike Pietrus, tu vois, voilà, tout ça, voilà, qu'on profite, que chaque équipe profite vraiment, tu sais, de structurer, tu sais, leur club, voilà, pour être au niveau, et voilà, la formation, parce que c'est les gamins le futur. C'est les gamins le futur. C'est pas faux. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup Freddy. Merci Je beaucoup. te souhaite une Ablaï. bonne fin de soirée. Yes, ça Et puis marche, on, ok, on au se voit plaisir. l'année prochaine sur les parquets. Ah, écoute, on va se voir cet été sur les parquets de 3-3 peut-être. Aussi, tu verras. aussi. Au Allez, plaisir, ciao, ciao ok, Freddy. Ablaï. Merci beaucoup. Ok, yes. Ok, Ciao. bless. Ciao, ciao. Et voilà, Freddy Adjiwanou. Bon, franchement, j'ai rien à rajouter. Hein. Nickel. Vraiment un gars fort sympathique. Il a plein de projets, Freddy, plein de projets. Je pense qu'on aurait pu en faire tout un podcast entier sur lui, voire 2, voire 3. Il a plein de choses à nous raconter. C'était très intéressant. Je pense que je lui redemanderai à un de ces 4 d'intervenir sur un autre sujet qui est la reconversion. Parce que c'est vrai que moi, c'est un sujet qui m'intéresse et je vois même dans mon entourage des personnes qui y pensent pas forcément, qui sont tête baissée sur le guidon dans le basket et qui y pensent pas forcément, et je pense que ça serait très intéressant de le voir plus longuement s'exprimer là-dessus. En tout cas, voilà, merci Freddy.